il y a un début de controverse, en tout cas de discussion, dans les milieux autorisés, donc les milieux professionnels qui travaillent sur ce qu'à l'époque on appelle la toxicomanie. Le premier article qui en France a concerné la toxicomanie des Maghrébins, qui se dénommaient comme ça, date de 1985. Les consultants d'origine maghrébine présentent selon les auteurs des caractéristiques spécifiques, au-delà de leur surreprésentation dans les effectifs du centre, ce qui est en soi déjà une caractéristique spécifique d'être surreprésenté. Et on sait qu'il y a déjà une surreprésentation des étrangers en prison, mais il y a aussi une surreprésentation des personnes issues de l'immigration en prison, parce qu'on sait qu'il y a aussi ce qu'on appelle la discrimination institutionnelle, le contrôle au faciès, qui va faire qu'une personne étrangère ou supposée telle va être plus facilement incarcérée. Et dans ces conditions, on sait combien la prison fut et reste un haut lieu de transmission, notamment à la fin des années 80. Donc on voit déjà combien le contexte politique global il va avoir un poids sur ces questions. On est au milieu des années 80, on est dans la montée en flèche du Front National, dans l'arrivée de l'épidémie de sida, et du coup, il y a une telle peur des amalgames qui pourraient être faits, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a déjà des amalgames qui sont faits ou des représentations très culturalistes, que du coup, on préfère prendre le parti de ne pas en parler. Il y a d'autres discours aussi qui ont été livrés ou analyses sur la toxicomanie des deuxièmes générations, qui a été analysée parfois comme une sorte de prix à payer pour l'intégration, qu'elle en soit le symptôme ou alors l'addition. Donc on arrive là à une figure du sacrifice où s'incarne, dans le cadre des récits que Radia Moumen Marcou nous livre, ce qu'on pourrait presque appeler une quadruple peine: toxicomanie, sida, prison, expulsion. Et cette tendance a particularisé aussi une réflexion sur la toxicomanie, ce qu'elle aurait de singulier pour les jeunes d'origine maghrébine ou bien les jeunes immigrés en général, va être complètement absolutisée par Toby Nathan dans une montée comme ça. Toby Nathan nous explique que si on réintégrait aussi les rites de passage, il n'y aurait plus de problème. Et les lit lui aussi de manière un peu absolue et arbitraire à des dimensions culturelles. Mais ce qu'on voit là, c'est que ce sont des débats, en tout cas, c'est une question qui a déjà fait parler, et on peut faire un petit peu la cartographie de ce à quoi elle a donné lieu. Donc, d'un côté, une culturalisation très grande de logiques qui sont des logiques sociales, économiques, culturelles, etc. De l'autre, un déni républicain, il n'y aurait absolument pas de spécificité. De l'autre encore, une exotisation qui met sur le dos du manque de rite de passage la toxicomanie des deuxièmes générations. Donc effectivement, il y a de grandes difficultés à aborder ces problèmes. Et au début des années 90, un rapport européen sur la question Race and Drugs in European Countries est publié. Le chapitre consacré à la France est particulièrement intéressant. Dans ce pays, est-il noté, les minorités ethniques ne sont pas reconnues officiellement. Pour autant, les observateurs extérieurs, que sont les rédacteurs du rapport, vont, parce qu'eux, ils ont une grille de lecture qui prend en compte les dimensions raciales, sociales, etc. Ils constatent, eux, que les membres issus des minorités sont présents dans les fonctions d'accueil de tout un tas de structures, mais qu'ils occupent toujours des fonctions subalternes, d'ailleurs en lien avec leur moindre qualification. À la question d'une surreprésentation éventuelle de personnes immigrées ou issues ou descendantes d'immigrés, des responsables de structures évoquent le fait qu'il ne soit pas possible d'un point de vue politique d'en faire état, et que cela n'a de toute façon aucun intérêt puisque l'ensemble des usagers accueillis ont des caractéristiques sociales semblables. Quand tu as évoqué le budget écarté, c'est extrêmement frappant parce que je connais très bien cette institution, c'est très d'union, il faut le dire, et c'est tout à fait typique d'une institution de gauche, avec des gens qui étaient conseillers des gouvernements de gauche, et qui s'expriment comme tu l'as fait, c'est-à-dire avec le langage du Front National. C'est-à-dire qui ont déterminé leurs usagers, leurs filles actives par rapport à des choses qu'ils voyaient, la couleur de leur peau,
parce qu'ils n'avaient pas forcément d'ailleurs accès à toutes les informations, ça je peux te le dire. Et en tirant des conclusions, bon, ouais, c'était vénère. En même temps, ils ont eu le mérite d'ouvrir le sujet. Donc, et après, tu as raison de parler du non-dit qui s'empare de l'ensemble de la société, parce que finalement, on ne sait pas comment traiter ce sujet. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que la double culture, le déracinement, la double appartenance, et évidemment, ça a des incidences psychologiques sur la manière dont tu vas réagir en tant que. Voilà, avec le contexte de discrimination, le contexte de répression, etc., etc. Je vais donner quelques éléments d'histoire locale sur, justement en partant pas de la manière dont la question a été mal posée, comme on peut le voir à la lecture de tous ces articles, mais sur justement, parce que fait un anthropologue, c'est d'aller voir ce que les gens racontent et ce que les gens savent. Donc qu'est-ce que les gens ont pu me raconter à Marseille, dans les quartiers nord? Ben déjà, Marseille, on est la seule ville qui a eu un mouvement de maman, qui est né, ce mouvement de maman, en 1986, dans un quartier, et ça, c'est pas inutile de le rappeler, qui est le quartier d'où est partie la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Dans le même quartier, quelques années plus tard, une maman, qui se présentait en tout cas comme telle, a décidé d'aller faire du porte-à-porte, etc., pour qu'on parle justement un peu plus entre mères de famille de ce qui se passait au niveau justement des prises d'héroïne, de décès, de sida, etc. Et je la cite, je pense que déjà c'est une honte. Les gens, ils avaient peur avant. Et quand on avait un enfant toxicomane, c'est ce que la plupart des mères disaient au début, que quand il y avait un enfant toxicomane dans la famille, elles pensaient que tout le monde, ou la police, les accuserait d'être une famille de dealers. Mais elle parle aussi de cette honte singulière qui est la référence à la Hachoma, qui est un mot que vous devez connaître, et qui est une forme particulière de honte sociale, la Hachoma, quand justement les gens peuvent dire sur vous des choses, et notamment les colporter au pays d'origine, parce que là on a une autre singularité liée à l'histoire migratoire, quel que soit le groupe, c'est que les gens partent rarement pour être moins bien que là où ils étaient, qu'ils veulent quitter le lieu où le hasard les a fait naître pour justement une vie meilleure, et que dans ce projet d'une vie meilleure, ces questions-là de toxicomanie, de maladie, etc., viennent complètement bouleverser et remodifier le projet qu'on a eu au moment de partir. Donc l'expérience de la maladie dont elle rendait compte aussi ses mères, c'est que de toute façon, le sida c'était, l'héroïne et le sida c'était une histoire ancienne, ça concernait des personnes qui étaient ou décédées ou qui n'habitaient plus dans les quartiers, et du coup c'était très lié justement à ces questions de drogue, etc. Comme s'il y avait un sida qui pouvait concerner les gens du quartier et un autre qui était différent, qui était celui qui était lié aux relations sexuelles, etc. Donc du coup, ça a des impacts aussi, l'histoire de l'épidémie telle qu'on la vit dans le quartier où on habite, sur comment on va se représenter la maladie, bien plus que la culture dont on est originaire. Et justement, cette histoire que raconte dès la fin des années 80 et début des années 90, ces mamans marseillaises, eh bien, c'est une histoire orale, mais c'est quelque chose qui a aussi été, en tout cas en partie, objectivé par certains chiffres, puisque jusqu'en 1999, la France n'avait publié aucune information sur le sida dans la population de nationalité étrangère sur le territoire. Et quand, à l'issue de différentes controverses, le Réseau national de santé publique décide en 1999 de faire le premier rapport sur la situation du sida chez les personnes de nationalité étrangère en France, ces personnes sont surreprésentées dans les cas de sida. Je ne pouvais pas non plus aujourd'hui ne pas évoquer justement des gens à qui ou qui sont de nos cœurs, on pense forcément tous aujourd'hui, puisqu'il y a eu une très grande implication de personnes de la deuxième génération dans justement tout ce mouvement d'autosupport et de réduction des risques à Marseille. Et parmi eux,
certains que j'ai eu la chance de rencontrer, quelquefois d'interviewer. Et en tout cas, c'est important de rappeler justement que localement, à Sud, c'est Mohamed Hamada qui l'a fondé. Amla, pardon. Voilà, en tout cas, il y a plein de personnes auxquelles on pense tous, pour ceux qui les ont croisés aujourd'hui. Nasser, Mansour, Yamina, qui ont été des personnes qui ont eu énormément d'importance dans cette histoire-là et qui n'ont jamais dit qu'ils se mobilisaient en vertu d'une origine particulière, mais qui se sont mobilisés sous d'autres identités, celle d'usagers de drogue, celle de résidents de tel et tel quartier. Donc ça, c'est aussi peut-être des leçons de l'histoire marseillaise. Qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance ou l'identité? Est-ce que c'est celle qu'on se choisit, celle à laquelle on a signé, etc. Et du coup, il y a eu une visibilité publique importante justement de cette histoire de la deuxième génération dans les mouvements et dans